même lauréat pour le prix Albert Pierre-Jean Justin. Monsieur le secrétaire perpétuel, monsieur le vice-président, mesdames, messieurs, permettez-moi d'abord de rappeler que le prix Albert Pierre-Jean Justin est attribué tous les 5 ans pour récompenser les recherches expérimentales les plus significatives dans le domaine de la pathologie cellulaire. Le parcours du professeur Pierre Songaud qui vous est présenté, donc rassurez-vous, je ne vais pas revenir sur son brillant parcours, et je vais m'attarder sur ses travaux qui se rapportent à de nouvelles approches thérapeutiques ciblant le micro-environnement tumoral. La croissance et l'agressivité d'une tumeur dépendent en effet d'interactions fondamentales établies entre les cellules tumorales et leur micro-environnement. Pierre Songaud a développé 2 stratégies thérapeutiques alternatives au traitement classique. L'une vient de vous être présentée et est liée à la vascularisation qui alimente la tumeur, et l'autre, qu'il va vous présenter maintenant, est liée aux ressources énergétiques dont les tumeurs ont besoin pour survivre. Son travail est consacré à l'étude du métabolisme des cellules cancéreuses et à leur adaptation à l'hypoxie, une caractéristique majeure des tumeurs. Ce travail vise à comprendre les mécanismes qui permettent aux cellules tumorales non seulement de survivre en hypoxie, mais surtout de tirer avantage de ces conditions particulières. Il s'intéresse au découplage de la glycolyse de la phosphorylation oxydative pour produire l'énergie nécessaire au métabolisme important des cellules cancéreuses. L'originalité de son travail, menée en collaboration avec les professeurs Olivier Foron et Jean-Luc Ballon, est de considérer le lactate non comme un résidu métabolique de la glycolyse, mais comme une molécule biologiquement active, conférant un phénotype agressif aux tumeurs qui le produisent. En plus de nombreuses publications rapportées par leurs lauréats, la qualité et le caractère innovant de ces travaux sont soulignés par le soutien de ces recherches par le Conseil européen de la recherche, ERC. Le jury félicite chaleureusement le candidat pour ce travail novateur qui s'inscrit dans le contexte très actuel de l'étude de la perturbation du métabolisme des cellules cancéreuses en tant que caractéristique essentielle au développement d'un cancer. Toutes mes félicitations. Voilà, Pierre. Bon, pendant qu'on charge les diapositives, je tiens à vous remercier tous les autres pour cette série, professeur Noël, et l'introduction que vous avez bien pu faire aujourd'hui. Alors, je suis de retour, toujours avec la même pour le prix Albert Pierre et Jean Justin, qui effectivement s'intéresse à l'identification, à la caractérisation et au ciblage des échanges de lactate dans les tumeurs. Alors, par rapport à ce dont je viens de vous parler, prenons peut-être un petit peu de recul et intéressons-nous au développement d'une tumeur au cours du temps. Une tumeur est initiée en général par une ou plusieurs mutations qui affectent une cellule initiatrice, et cette cellule est capable de générer une progéniture. On obtient alors une lésion microscopique, une lésion cancéreuse microscopique qui continue de croître jusqu'au moment où un gradient d'oxygène s'établit dans la tumeur. Et donc, la tumeur entre à ce moment-là en état de dormance. Et la dormance est un état caractérisé par un équilibre dynamique entre la prolifération des cellules tumorales correctement oxygénées et, d'autre part, la mort des cellules tumorales qui sont hypoxiques, qui reçoivent trop peu d'oxygène. Alors, la plupart de ces lésions dormantes régressent de façon spontanée, notamment grâce à l'intervention du mobilité. Mais dans certains cas, certaines lésions dormantes peuvent croître de façon exponentielle pour générer une tumeur symptomatique qui posera de leurs problèmes aux patients. Et cette croissance exponentielle tumorale dépend de 3 adaptations majeures. La première est un switch métabolique, au cours duquel les cellules tumorales acquièrent la capacité de survivre avec très peu d'oxygène, donc de survivre sous hypoxie. Et ce switch correspond en fait à un découplage entre la glycolyse, qui ne dépend pas de l'oxygène, et le cycle de Krebs dans les mitochondries, qui lui dépend de l'oxygène, de telle sorte que la glycolyse puisse produire suffisamment d'ATP pour la croissance et la prolifération des cellules tumorales. Alors, un second switch a lieu, et nous pensons qu'il a lieu plus tard, c'est le switch angiogénique, au lequel les néovaisseaux se développent à partir de vaisseaux sanguins préexistants. Et cette angiogenèse dépend de la sécrétion par les cellules tumorales, spécialement celles qui sont hypoxiques, de facteurs pro-angiogéniques qui vont aller stimuler la croissance vasculaire. Et finalement,
une troisième forme d'adaptation des cellules tumorales à leur environnement difficile est le switch métastatique, au cours duquel les cellules tumorales quittent la tumeur primaire pour aller établir un organe, pour aller établir une tumeur dans un organe distant. En fait, il s'agit de trois stratégies complètement différentes qui permettent aux cellules tumorales de survivre en hypoxie. La première permet de survivre en absence d'oxygène, la seconde permet d'augmenter l'apport d'oxygène, et la troisième correspond tout simplement au fait que peut-être l'herbe est plus verte ailleurs. Alors, ce que nous faisons au sein de mon laboratoire depuis 4 à 5 ans, c'est d'étudier tout d'abord ce qu'il se passe au niveau d'une tumeur glycolytique, pour ensuite pouvoir étudier si le métabolisme tumoral si particulier exerce une action stimulatrice sur l'angiogénèse tumorale et sur le phénomène métastatique. Alors, je vais commencer par vous exposer très brièvement ce que nous avons pu mettre en évidence au niveau du métabolisme tumoral en tant que tel. Et pour ce faire, j'utilise ici un schéma qui vous montre un vaisseau sanguin sur la gauche, des cellules tumorales correctement oxygénées et des cellules tumorales qui sont hypoxiques. D'un point de vue métabolique, la situation la plus simple est celle des cellules tumorales hypoxiques. Ces cellules ont absolument besoin de quantités astronomiques de glucose pour produire l'ATP dont elles ont besoin pour survivre et proliférer. Donc, ces cellules sont des grandes consommatrices de glucose. Elles convertissent le glucose en lactate par la voie de la glycolyse, ce qui permet de produire de l'énergie. Et le lactate est exporté via un transporteur qui a pour nom MCT4, le carboxylate qui transporte le lactate. Alors la situation est peut-être un brin plus complexe pour les cellules tumorales oxygénées, puisque ces cellules ont le choix entre le glucose qui vient des compartiments vasculaires ou le lactate qui vient des compartiments glycolytiques. Elles ont le choix entre ces deux substrats pour alimenter leur métabolisme. Ce que nous avons pu mettre en évidence, c'est que lorsqu'elles ont ce choix, les cellules tumorales oxydatives préfèrent utiliser le lactate par rapport au glucose pour alimenter le cycle de Krebs au niveau de l'hémoglobine. Et cette voie du lactate permet de produire jusqu'à 18 molécules d'ATP par molécule de lactate. Donc une voie énergétique très productive en termes d'énergie. Alors, l'entrée du lactate dépend essentiellement du transporteur de monocarboxylate de type MCT1 qui est exprimé, lui, principalement dans les cellules tumorales oxydatives. Nous avons donc pensé qu'il serait judicieux de cibler ce transporteur afin d'empêcher cette symbiose métabolique dont je viens de vous parler. Donc, puisque les cellules ici consomment du lactate, les cellules glycolytiques reçoivent du glucose. Empêchons ça, bloquons ça. Et pour ce faire, nous avons développé une stratégie permettant d'inhiber le transporteur MCT1. Alors pourquoi celui-là et pas le transporteur MCT4 par exemple? Eh bien tout simplement parce que ce transporteur est très proche des vaisseaux sanguins qui délivrent les substances inhibitrices. Alors en ciblant, en bloquant le transporteur MCT1, que se passe-t-il? Eh bien nous observons tout d'abord qu'il y a un switch, un changement métabolique au niveau des cellules tumorales oxydatives. Elles commencent à utiliser le glucose de façon abondante et le convertissent en lactate. Il y a un switch de la respiration du lactate vers la glycolyse en présence d'oxygène. Les cellules deviennent donc des grandes consommatrices de glucose et par ce fait, les cellules tumorales hypoxiques ne reçoivent plus le glucose dont elles ont besoin pour survivre et elles meurent. Alors la théorie est bien belle, mais je vous montre ici des résultats provenant de tumeurs expérimentales chez la souris. Donc les animaux porteurs de tumeurs ont été traités avec un traitement placebo ou avec un inhibiteur de MCT1, tous les jours en intrapéritonèal. Et ce que l'on voit en rouge ici, dans la tumeur traitée, c'est l'extension d'une zone centrale de nécrose lors du traitement par l'inhibiteur de MCT1, alors que les zones nécrotiques sont très peu abondantes dans les tumeurs traitées par MCT1. C'est juste un exemple et ces résultats ont été confirmés dans de nombreux modèles tumoraux. Une deuxième découverte importante est que le lactate peut être non seulement utilisé comme un substrat énergétique, mais le lactate constitue également une molécule signalisatrice. Donc je représente ici à nouveau les cellules tumorales glycolytiques, les cellules tumorales oxydatives et les cellules endothéliales ici en bleu. Je vous ai déjà parlé du fait que le glucose entre dans la cellule glycolytique et le lactate est produit, ce qui crée un gradeur de lactate, qui en fait est le miroir du gradeur d'oxygène dans la tumeur. Et bien ce lactate peut être capturé par les cellules tumorales oxydatives, non pas pour être utilisé comme de l'énergie, mais pour alimenter une voie signalétique dans laquelle le pyruvate est capable de bloquer une enzyme qu'on appelle polyisoxydase. Et cette enzyme contrôle l'activité d'un facteur de transcription IF1, la oxyactylglucosidase. Le lactate est donc capable d'activer IF1, et IF1 permet d'augmenter la traduction et la production de VEGF, parce qu'il a un
le facteur angiogynique majeur dans les tumeurs. Donc, en d'autres termes, le lactate crée ici dans les tumeurs une situation pseudo-hypoxique au cours de laquelle les cellules tumorales oxygénées commencent à produire en abondance des facteurs pro-angiogéniques. Et la situation est similaire dans les cellules endothéliales. Nous avons pu montrer que le lactate est capable d'induire le même facteur d'expression, l'activité du même facteur de transcription d'IFRA, mais aussi celle du facteur de transcription NF-κB. Et ces deux facteurs collaborent pour la stimulation des différents voies angiogéniques qui dépendent du VEGF, du BFGF et de l'interleukin-10. Alors, qu'y a-t-il en commun entre tout cela? Eh bien, c'est le besoin qu'ont les cellules d'exprimer le transporteur MCTR, aussi bien les cellules tumorales oxydatives que les cellules endothéliales, le besoin de ce transporteur pour alimenter les voies signalétiques du lactate. L'approche thérapeutique consisterait donc à inhiber le transporteur MCT1 pour inhiber l'angiogénèse tumorale. Et c'est ce que je vous montre ici. Donc dans ce cas-ci, nous avons utilisé une lignée de cellules tumorales d'hépatocarcinome qui elles-mêmes n'excluent pas le transporteur MCT1. Donc ce que je vous montre, c'est l'effet thérapeutique au niveau vasculaire. Alors les animaux ont été traités soit avec un traitement placebo, et on voit que cette tumeur qui est ici évolue au cours du temps et qu'au cours de l'évolution, de nouveaux vaisseaux sanguins se forment, c'est l'angiogenèse. Et lorsque la tumeur est traitée, lorsque l'animal est traité avec un inhibiteur de l'MCT1, que se passe-t-il? Les vaisseaux tumoraux ne se forment plus de façon normale, ils disparaissent même, et au cours de croissance tumorale, lors d'un traitement à long terme, la croissance tumorale est réduite. Alors cette combinaison, donc en conclusion, les inhibiteurs du transporteur MCT1 combinent plusieurs activités thérapeutiques, une activité antimétabolique et une activité anti-angiogénique, et nous avons des éléments qui montrent qu'ils peuvent également exercer une activité anti-métastatique. Je tiens finalement à remercier les personnes qui ont été impliquées dans ce travail, principalement le docteur Paul Rapos qui est présent dans la salle, et Valérie Pagien, qui est avec les chercheurs qui commencent à répondre dans le laboratoire. Je vous remercie. Voilà, nous avions deux présentateurs pour le